Permettez-moi de commencer par quelque chose qui ressemble à une métaphore. Sang bleu. Sangre azul. L'expression voyage à travers au moins une douzaine de langues, sur au moins 5 continents, pour désigner la même classe de personnes. Les souverains, les prêtres, les oints, les élus, ceux qui planent au-dessus des rouages de la civilisation ordinaire et tirent discrètement sur les leviers que le reste d'entre nous ne peut pas voir. On nous dit que c'est une métaphore. On nous dit que cela signifie une lignée noble, un héritage aristocratique, le bon nom de famille inscrit dans le bon registre au bon moment de l'histoire. Mais et si ce n'était pas une métaphore du tout? Et si, depuis l'aube des temps, une certaine classe de souverains avait été décrite, de façon constante, répétée, à travers des cultures qui ne se seraient soi-disant jamais parlé, comme possédant un sang littéralement, physiologiquement, visiblement différent? C'est par cette question que j'ai commencé. Une petite question, me semblait-il. Une question de pure curiosité. Plus j'ai cherché, moins elle était petite. Le mot aristocrate, dans son grec le plus ancien, ne signifie pas riche. Il ne signifie pas puissant. Il signifie celui dont le sang est le meilleur. La présupposition enfouie dans la langue elle-même, c'est que les gouvernants sont faits d'autre chose. Non pas mieux éduqués, non pas mieux positionnés sur l'échiquier stratégique, constitués différemment. C'est là que je vous demande de marquer une pause. Parce que nous avons été formés, soigneusement, j'oserais dire, à interpréter ce genre de langage comme du pur symbolisme, comme la mythologie flatteuse de classes dirigeantes qui avaient besoin d'histoire pour justifier leur trône. Mais le symbolisme n'explique pas la cohérence. Le schéma se répète avec une précision troublante à travers chaque civilisation que nous avons étudiée sérieusement. Les pharaons d'Égypte étaient donc décrits dans les inscriptions des temples comme possédant un cas divin, une force vitale distincte de celle des humains ordinaires, et leur lignée était retracée avec une précision bureaucratique obsessionnelle sur des siècles. Les premiers empereurs chinois étaient dits descendre de dragons, un mot dont la plus ancienne racine picturesque ne désigne pas le serpent tel qu'on l'imagine, mais renvoie à une classe d'êtres d'une nature différente. La liste des rois sumériens, l'un des documents les plus anciens en notre possession, mentionne avec le plus grand naturel des rois antédiluviens ayant régné des dizaines de milliers d'années, puis note qu'après le déluge, la royauté descendit du ciel à nouveau. Non pas s'éleva parmi le peuple, non pas émergea du conflit ou de l'élection, descendit, ce mot précis, cette direction précise. C'est là que l'affaire devient difficile à ignorer. Les Néphilim. La plupart de ceux qui ont rencontré ce mot le connaissent à travers un seul texte religieux, et la plupart ont appris à l'interpréter comme une allégorie, un procédé littéraire, un avertissement moral, rien de plus. Mais les Néphilim apparaissent, sous des noms différents avec des descriptions remarquablement similaires, dans des textes et des traditions qui n'ont aucun contact documenté les uns avec les autres. Dans les textes hébreux, ce sont les descendants des Bene Ha-Elohim, littéralement les fils de Dieu, qui prirent des femmes humaines et produisirent une lignée hybride. Un être d'une autre nature, des géants dans certaines traductions, des héros de l'Antiquité, des hommes de renom dans d'autres. Dans les textes sumériens, les Apkallu, 7 sages d'origine divine, se mêlent à la royauté humaine et établissent la première civilisation, le premier pouvoir royal, le premier système juridique. Ils sont représentés sur des reliefs en pierre comme des êtres zélés portant un objet sacré particulier, debout devant l'arbre de vie. Leurs descriptions physiques ne sont pas humaines. Dans les traditions des civilisations andines, les premiers souverains de Tiwanaku sont décrits comme une race d'êtres antérieurs aux Incas, de grande taille, à la peau pâle, aux traits distinctifs, qui disparurent ensuite, se fondirent dans la masse ou furent chassés, selon la version de la tradition orale que l'on suit. Cela soulève une question simple mais décisive. Pourquoi chaque civilisation ancienne sur Terre possède-t-elle une version du même récit?
Pourquoi chaque récit sur l'origine de la royauté contient-il, quelque part dans ses couches les plus anciennes, une référence à des souverains qui n'étaient pas entièrement humains? L'explication officielle, diffusion culturelle, archétype mythologique commun, désir universel d'autorité divine, s'effondre ici. Parce que la diffusion exige un contact, et les chronologies ne le permettent pas. Si vous suivez cette série, vous connaissez déjà le nom de Tartarie. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Restez avec moi. La grande Tartarie des cartes historiques, cette vaste civilisation qui couvrait une immense portion du continent eurasiatique, documentée sur des cartes du XVIe au XVIIIe siècle, puis largement absente des conversations académiques par la suite, nous pose un problème que l'histoire conventionnelle n'a jamais résolu de façon satisfaisante. Non pas une absence de preuves, non pas un manque de documentation, une rupture. Quelque chose prend fin, quelque chose est remplacé. Et le remplacement arrive, dans le monde entier, curieusement, sans presque aucune période de transition. Pas de stade intermédiaire brouillon où les anciens systèmes se mêlent aux nouveaux. Juste avant et après. L'ancien monde et le nouveau, séparés par ce que l'histoire officielle décrit comme une série de révolutions, de guerres, de pestes et de réformes, qui, d'une façon commode, ont réinitialisé l'ensemble du système planétaire, de gouvernance, de commerce, de tenue des archives et, peut-être le plus significativement, de généalogie. Les lignées régnantes ne disparaissent pas lors de cette transition, elles réémergent, clarifiées, documentées à partir d'un nouveau point de départ, avec de nouvelles généalogies élaborées qui remontent en arrière avec une netteté suspecte et s'avancent vers les institutions que nous reconnaissons aujourd'hui comme la gouvernance moderne. Plus je m'enfonçais dans les archives généalogiques, plus la situation devenait étrange. Parlons du physique, parce que c'est là que la conversation s'arrête généralement, là où les chercheurs avisés posent le fil et s'éloignent, là où le documentaire se fait étiqueter et ranger sur une étagère. Mais les preuves physiques sont là, pour qui est prêt à les regarder sans le cadre qu'on lui a imposé. La peinture de portraits des dynasties royales européennes, réalisée sur 4 siècles par des artistes qui se disputaient âprement exactitude et mécénat, contient une série d'anomalies physiques récurrentes, des crânes allongés. Non pas les exemples extrêmes qui circulent comme de grossières falsifications ou des curiosités de foire, mais des proportions crâniennes subtiles et constantes, mesurables, qui diffèrent de la population générale représentée dans les mêmes tableaux. On le voit le plus clairement en observant les enfants. Les enfants royaux peints dans les mêmes cadres que des serviteurs, des courtisans ou des sujets ordinaires présentent une distinction proportionnelle que les peintres de l'époque, formés obsessionnellement au dessin d'après nature, n'auraient aucune raison de falsifier. Ces tableaux n'étaient pas des distorsions flatteuses. Les flatteries du portrait se situaient ailleurs, la posture, le costume, les objets symboliques. La forme du crâne était simplement observée et rendue telle qu'elle. Cela soulève une question simple mais décisive. Pourquoi ce schéma apparaît-il dans les portraits des familles régnantes de culture, n'ayant eu aucun contact entre elles? Pourquoi retrouve-t-on un allongement crânien similaire dans l'art funéraire de la noblesse égyptienne, dans les portraits sculptés des souverains de Paracas, dans les représentations gravées des premiers rois sumériens? L'explication officielle, convention artistique, représentation symbolique du statut divin, s'effondre ici. Parce que les artistes de ces cultures ne se copiaient pas les uns les autres. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient, ou ils dessinaient ce qu'on leur demandait de dessiner, ce qui est une réponse encore plus troublante. Maintenant, le sang lui-même, le sang bleu, au sens littéral, n'est pas impossible. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une allégorie. Le sang à base de cuivre, l'hémocyanine, sous ses différentes formes, est réel.
Il ne relève pas de l'imaginaire. Il existe dans le règne animal. Il apparaît bleu ou bleu-vert lorsqu'il est oxygéné, contrairement au rouge du sang humain à base de fer. Il est associé chez les créatures qui le possèdent à certaines capacités physiologiques qui diffèrent de celles des organismes à sang ferreux. Je ne suis pas scientifique. Je ne formule pas ici une affirmation biologique. Mais je pose une question. Si les souverains du monde antique et des civilisations antédiluviennes décrites dans des textes des quatre coins de la Terre étaient d'une nature différente, pourquoi supposons-nous que leur biochimie était identique à la nôtre? Et voilà la partie la plus étrange. L'expression sang bleu apparaît dans la culture de la noblesse européenne à un moment qui est, historiquement, immédiatement post-Tartarie. Le terme espagnol « sangre azul » fait son apparition dans la noblesse castillane dans la période qui suit les grands bouleversements de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne. On le présente comme une métaphore, une façon de distinguer ceux dont la peau était suffisamment pâle pour laisser paraître les veines bleues en dessous, non marquées par le travail au soleil. C'est l'explication officielle. Mais cette explication nous demande de croire que toute une classe dirigeante d'un continent a adopté une expression décrivant des veines bleues visibles dans la peau, sans que personne ne remarque que c'était une manière bien singulière de décrire une lignée. La transparence de la peau ne s'hérite pas de la façon qu'implique l'expression. On ne peut pas transmettre de façon fiable l'apparence de veines visibles comme un trait génétique qui retrace précisément votre appartenance à une lignée régnante, à moins que ce qui était décrit ne soit pas la visibilité des veines, à moins que ce qui était décrit ne soit quelque chose dans le sang lui-même. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. Les textes médiévaux qui décrivent les cérémonies royales, notamment les cérémonies d'onction, les couronnements, les rituels de succession, comportent des examens physiques de l'héritier, non pas de simples examens médicaux au sens moderne, des examens rituels, effectués par des classes de prêtres ou d'érudits spécifiques qui étaient, et cela est documenté, tenus au secret le plus absolu sur ce qu'ils observaient. Qu'observaient-ils? Nous ne le savons pas. Les archives de ces examens, là où elles existaient, comptent parmi les documents les plus soigneusement perdus de l'ère prémoderne, non pas perdus par accident, non pas détruits par le feu ou l'eau comme il arrive ordinairement. Disparus. Dans les archives auxquelles j'ai pu accéder, l'absence elle-même est documentée. On peut trouver des traces de traces, des index de documents qui ont jadis existé, des références dans des sources secondaires à des sources primaires qui sont désormais introuvables. C'est inhabituel. La plupart des pertes historiques sont aléatoires. Un incendie détruit une archive entière, pas une catégorie spécifique de documents au sein de celle-ci. La guerre disperse les collections sans discrimination. Mais la classe spécifique de documents décrivant les caractéristiques physiques des héritiers royaux, les examens de succession, les vérifications de lignée, présente un schéma d'absence ciblé qui est, une fois qu'on l'aperçoit, impossible à expliquer par la coïncidence. Le schéma se répète avec une précision troublante. Considérons le problème de la coordination à l'échelle du monde. C'est là le point auquel le récit officiel ne peut tout simplement pas répondre. Non pas autour d'une seule civilisation, non pas autour de deux. Autour de chaque grande structure de gouvernement sur Terre, simultanément, dans la même fenêtre historique étroite, on observe le même phénomène. Une réinitialisation des archives généalogiques, une reconstruction de la documentation des lignées, un nouveau récit officiel sur les origines de la classe dirigeante qui remonte commodément vers une antiquité non documentée, mais dont la documentation fiable commence à peu près à la même période. XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Non pas en Europe seulement, dans les empires réorganisés d'Asie, dans les structures de gouvernance coloniale nouvellement établies des Amériques, dans les sultanats et califats restructurés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Partout,
La généalogie documentée de la classe dirigeante présente un horizon similaire. C'est le problème de la coordination. On nous demande de croire qu'à travers ces civilisations très séparées, supposément sans contact les unes avec les autres, la même réinitialisation généalogique s'est produite indépendamment, pour des raisons indépendantes, dans la même fenêtre historique, produisant la même lacune documentaire et aboutissant à la même classe de souverains émergeant des décombres avec de nouveaux papiers et d'anciennes prétentions. Les preuves laissent penser que quelque chose de bien plus vaste était en train d'être géré. Pas pourquoi, pas quand, pas sous quel décret formel, pas les mécanismes du changement historique ordinaire. Comment? Comment coordonner la reconstruction simultanée de la légitimité des gouvernants à l'échelle d'une planète entière? On le coordonne si l'on dispose d'un réseau. Un réseau assez ancien, assez organisé, assez motivé pour mener à bien un projet de substitution historique à l'échelle mondiale. Et cela soulève sa propre question, car un réseau capable de cela n'est pas le réseau d'un gouvernement ou d'une armée que nous connaissons, c'est le réseau d'une lignée qui a quelque chose à protéger. Voici ce que les recherches sur la Tartarie, combinées aux anomalies des lignées, semblent suggérer. Je dis « semble suggérer » avec soin. Je ne formule pas une affirmation, je suis un fil. La civilisation que nous avons étiquetée Tartarie, ou plutôt les civilisations que les cartographes européens du XVIe et du XVIIe siècle ont regroupées sous ce terme, représentait peut-être autre chose que ce que le consensus académique dédaigneux décrit. Non pas un arrière-pays médiéval, non pas un ensemble de cultures nomades maladroitement cartographiées. Quelque chose d'organisé, quelque chose d'architecturalement sophistiqué, quelque chose dont la structure dirigeante présentait des caractéristiques physiques qui, dans les documents ayant survécu, sont décrites d'une façon qui ne correspond pas à la biologie humaine ordinaire. Les souverains tartares, dans les rares témoignages qui subsistent, dans la littérature de voyage, les registres commerciaux, les documents missionnaires qui furent par la suite lourdement édités ou retirés de la circulation, sont décrits avec une cohérence qui, une fois que l'on s'en aperçoit, est difficile à balayer d'un revers de la main. Une stature hors du commun, des traits décrits comme n'étant ni européens ni asiatiques, au sens familier du terme, mais occupant une catégorie que ces auteurs semblaient me chercher, sans jamais tout à fait trouver le vocabulaire pour la nommer. Et le sang? Il existe des références, obscures, enfouies dans des notes de bas de page, dans des sources secondaires, dans des documents qui n'ont pas été numérisés et n'apparaissent dans aucune base de données académiques consultable, aux examens physiques de souverains de lignée tartare qui reflètent exactement les rituels d'examen de la noblesse européenne. Le même rituel, le même serment de silence, la même lacune dans les archives ensuite. Et c'est là que le silence devient impossible à ignorer, parce que le silence n'est pas uniforme. Ce n'est pas le silence d'informations qui n'aurait jamais été consigné. C'est le silence d'informations qui ont été consignées, puis, de manière systématique, répétée, à travers de multiples archives sur plusieurs continents, supprimées. C'est un silence d'une autre nature. C'est le silence d'une décision. Quelqu'un, ou un réseau de quelqu'un, à travers 2 siècles de gestion historique, a pris une décision sur ce que les classes dirigeantes du monde moderne auraient le droit de savoir sur leurs propres prédécesseurs. A pris une décision sur ce que le reste d'entre nous, les gouvernés, les répertoriés, les ordinaires certifiés conformes, auraient le droit de savoir sur les gens qui nous gouvernaient, et ils ont été méticuleux, d'une méticulosité extraordinaire, épuisante. Le silence était assourdissant une fois que j'ai su l'écouter. Je voudrais vous laisser avec une question. Plusieurs questions, à vrai dire. Parce que je ne suis pas là pour vous donner des réponses, je suis là pour vous montrer la forme de ce qui manque. Si l'expression sang bleu est purement métaphorique, pourquoi apparaît-elle indépendamment, à travers des cultures différentes,
au même moment historique où les archives généalogiques connaissent leur grand effacement? Si les anomalies physiques dans les portraits royaux sont de pures conventions artistiques, pourquoi des artistes de culture sans contact entre elles produisent-ils les mêmes conventions dans le même rapport spécifique au même sujet spécifique? Si les récits sur les Néphilim sont purement symboliques, pourquoi chaque civilisation sur Terre en possède-t-elle un? Et pourquoi décrivent-ils tous la même chose, des êtres d'une nature différente, établissant la royauté, établissant la loi, établissant la distinction entre gouvernants et gouvernés, dans la même direction, avec le même résultat? Si la civilisation tartare n'était qu'une note de bas de page dans l'histoire, pourquoi son effacement délibéré des archives académiques requiert-il tant d'efforts apparemment coordonnés pour être maintenu? Et si les lignées qui ont émergé du grand bouleversement des XVIIe et XVIIIe siècles sont simplement les lignées de familles fortunées, pourquoi leur documentation contient-elle les mêmes lacunes, les mêmes silences, les mêmes archives d'examen manquantes que les lignées qui les ont précédées? L'explication officielle s'effondre ici. Non pas sous le poids d'une seule anomalie, sous le poids de toutes ensemble. Les récits sur les Néphilim, les portraits aux crânes allongés, les archives d'examen disparues, l'effacement de la Tartarie, la réinitialisation généalogique simultanée. L'expression sang bleu apparaissant exactement au mauvais moment de l'histoire pour que ce soit une coïncidence. Non pas une, deux ou trois anomalies, mais l'ensemble du schéma se répétant à travers les siècles et les continents, pointant dans la même direction, vers quelque chose de plus ancien que la civilisation dans laquelle nous croyons vivre, vers quelque chose qui a décidé, à un moment donné, que nous n'avions pas à savoir ce que c'était. Nous ne savons pas ce qu'ils ont trouvé lors de ces examens. Nous ne savons pas ce qui a poussé les vérificateurs de lignée à jurer le silence. Nous ne savons pas ce que les cartographes ont vu en nommant ces vastes territoires et en envoyant leurs archives aux chancelleries qui, discrètement, ont commencé le travail de les réécrire. Nous ne savons pas si sang bleu était une métaphore qui a toujours été vraie ou une vérité habillée en métaphore. Nous ne savons pas ce qui a été perdu, mais nous savons que quelque chose a été caché. Nous savons que la dissimulation était délibérée. Et nous savons, parce qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir, que la forme de ce qui manque n'est pas aléatoire. Elle a des contours. Elle a un profil cohérent. Elle pointe vers un type précis de questions, sur un type précis de personnes qui ont détenu un type précis de pouvoir pendant très longtemps et qui avaient besoin à un moment très précis de l'histoire que le reste d'entre nous cesse de demander de quel genre de personne il s'agissait vraiment. Je vais continuer ces recherches. Le fil va plus loin, il va toujours plus loin.